Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, 11h midi, nous commentons l'actualité avec aujourd'hui Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement de Paris, conseillère régionale Île-de-France, Pierre Jouvet, porte-parole du PS, bonjour. François Monboise, président de la FEVAD. Bonjour du coup. Oui, bonjour, pardon, j'ai bonjour à Pierre et pas à vous. Bonjour François Monboise, président de la FEVAD, la Fédération Européenne de la Vente à Distance, et Jean-Luc Benamias, président du Front démocrate, membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour. C'est tout ça. Voilà, on va parler des impôts qui baissent pour les classes moyennes. Est-ce que finalement le président des riches, c'est fini? On va en parler avec vous. Le gouvernement pris au piège du voile. Et oui, on parle encore du voile, mais il faut quand même reconnaître que c'est un sujet qui vous mobilise, qui vous intéresse, qui est à la une de l'actualité. Alors certains disent qu'on entretient la polémique, mais force est de constater que pour le gouvernement, c'est un petit peu compliqué avec des voix plutôt dissonantes. Et puis le Danemark qui a décidé de déchoir de leur nationalité les djihadistes qui sont partis combattre à l'étranger. On va être, nous, face à ce problème à un moment ou à un autre. Est-ce qu'il faut que la France, comme le Danemark et l'Allemagne qui l'envisagent également, décident de cette déchéance de nationalité pour ceux qui sont partis combattre en Syrie, en Irak? Dites-nous ce que vous en pensez. 0826 300 300. On va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Florence, c'est un coup de cœur? Oui, c'est un coup de cœur. Le Fonds mondial de lutte contre le paludisme et la lutte contre la tuberculose. Le sida et la tuberculose, qui a levé des fonds à des niveaux qui étaient inégalés. Et ça va permettre de sauver dans les 3 ans qui viennent 16 millions de vies au moins. Et c'est un sujet qui me touche beaucoup. Je suis depuis des années membre du conseil d'administration de Solidarité Sida. Je suis administratrice trésorière du CRIF et c'est des sujets qui sont absolument importants. Et puis ça montre un truc, ça montre que il faut pas désespérer parce que là ce sont les États plutôt riches qui se mettent autour de la table et puis des gros donateurs. Donc tant mieux, je préfère de temps en temps avoir un coup de cœur plutôt qu'un coup de gueule. C'est bien, c'est positif. Pierre, c'est un coup de gueule, vous? Oui, pour une grosse bêtise économique qui est en train de se dérouler sous nos yeux et on n'en parle pas beaucoup. On préfère parler d'un foulard d'une maman dans un hémicycle régional que de ça. C'est qu'on s'apprête à privatiser la Française des Jeux et que je pense que c'est une des plus belles conneries économiques qu'on va faire et qu'on va la regretter beaucoup, comme on a regretté d'avoir privatisé il y a quelques années les autoroutes, parce que quand on voit le gain chaque année réalisé par la Française des Jeux avec ses 16 milliards d'euros attendus cette année en termes de bénéfices pour la Française des Jeux, qu'on aille brader ça chiffre d'affaires, alors qu'on va brader ça alors qu'on est dans un moment où on emprunte à taux négatif. On a relevé un emprunt de 9 milliards à taux négatif il y a quelques semaines de ça. Voilà, je trouve que c'est une hérésie économique totale et j'espère que c'est pas trop tard, mais je crains que si. Sophie de Menton on a fait son coup de gueule lundi également et son coup de gueule, alors elle l'avait lié aussi au fait que le gouvernement a décidé de développer les machines à sous un petit peu partout en France, ce qui est quand même une aberration totale quand on parle d'addiction, de mise en garde contre les jeux, et donc c'est pour que la mariée soit plus belle, c'est-à-dire que ça fera partie de la Française des Jeux, ça va coûter encore plus cher ça va rapporter plus d'argent à l'État. C'est ça. J'ai été député européen pendant 10 ans. Jean-Luc Benamias. Et l'un des objets dont je m'étais occupé avec un lobby qui s'appelle la Française des Jeux, c'était permettre aux sociétés nationales de jeux, aussi bien en France, en Espagne, en Angleterre, de continuer à être des sociétés publiques. Je ne suis pas forcément pour le jeu, comme tout le monde autour de cette table, enfin bon, ça existe. Donc voilà, et c'est des gains qui sont apportés à certaines personnes qui gagnent, et c'est des gains qui sont apportés aux différents États. Tout ça avec l'accord, évidemment, des différents gouvernements successifs, puisque quand j'étais député européen, il y avait des gouvernements de droite, des gouvernements de gauche, qui disaient, oui, on doit défendre ça. Je trouve tout ça un peu déplorable, parce que effectivement, en dehors de financer le budget de l'État, ça finance à hauteur, aujourd'hui, pour à peu près 300 à 400 millions d'euros, le financement du sport français. Alors on me dit que ça continuera sans doute à être... Enfin, dès qu'on passe dans la privatisation, oui, en partie, mais ce ne sera pas la même chose. Il y a une auditrice qui demande qui va racheter. Enfin, c'est un auditeur d'ailleurs. Mais c'est qui va racheter? C'est mis en public. Mais action, en action. C'est en action. Les actions. C'est les actions. Mais d'ailleurs, l'État va continuer d'être actionnaire à hauteur de 20%, a priori.
C'est ce qui est annoncé par Bruno Le Maire. Mais d'ailleurs, dans un premier temps, mais c'est toujours pareil. C'est dans un premier temps, puis après on ouvre. Et d'ailleurs, là où c'est assez drôle, c'est que Bruno Le Maire, il faut quand même avoir du culot. Hein. Il dit « J'appelle les Français à se saisir de cet outil formidable qui est la Française des Jeux en achetant des actions. » Alors qu'aujourd'hui, la Française des Jeux, puisque pour plus de 70%, ça appartient à l'État, ça appartient donc aux Français, et on va leur dire, allez acheter des actions, la Française des Jeux vous appartiendra. Tout ça pour aller faire du cash-money immédiat, pour financer, et on en parlera après sur les impôts, d'autres réformes qu'ils ne savent pas financer. C'est ça le sujet. Certes, enfin, on ne peut pas dire à la fois que c'est une entreprise, je ne suis pas là pour défendre la privatisation, on ne peut pas dire à la fois que c'est quelque chose qui fait du cash, et dire c'est pas bien que les Français s'en saisissent, parce que si ça fait du cash, ça veut dire que ceux qui ont acheté des actions vont faire des bénéfices, donc il faut juste être cohérent. Si ça fait du cash, les actionnaires, et y compris les petits actionnaires, ils vont gagner. En revanche, le sujet, c'est effectivement l'ouverture de toutes ces maisons de jeux, y compris la ville de Paris. La ville de Paris autorise ça, ce qui est problématique, parce que derrière, il y a souvent du trafic. C'est ça aussi la question. Maintenant, avec toute l'internationalisation des mouvements de capitaux, le gros risque, surtout sur les grosses capitales ou les grosses métropoles régionales, c'est qu'il y ait du trafic d'argent. Et on ne peut pas, évidemment, faire comme si tout ceci n'existait pas. Ouais. François, un coup de gueule. Oui, c'est pour moi, une ânerie écologique totale. C'est qu'on a fermé Fessenheim, donc on va le fermer. Et maintenant, on commence à faire les calculs du remplacement de Fessenheim. Et donc, les calculs s'affinent. Et au mieux, c'est entre 6 et 12 millions de tonnes équivalent CO2 en plus que la France va dégager. Parce qu'il va bien falloir remplacer Fessenheim. Ça va être des centrales à gaz ou charbon allemande, parce que dans la région, c'est ce qu'il y a. Donc, c'est vraiment une ânerie totale. L'électricité en France a émis 20 millions de tonnes de CO2. C'est très faible. Hein. Oui, c'est très faible. Et là, on va rajouter entre 6 et 12. Donc, alors, je pense que ça sera la seule. C'est un peu la preuve par l'absurde qu'on est en train de faire. Mais ça coûte cher quand même. Au moment où on dit aux gens, avec une grande émission hier, on en parlait de fermer le robinet quand ils se lavent les dents, c'est une décision purement politique. La SN avait dit que c'était une des centrales qui était dans la moyenne, voire au-dessus de la moyenne de sécurité, toutes les centrales. Mais c'est un peu le bouc émissaire pour faire plaisir aux écolos. On appelle le greenwashing. Qu'est-ce qu'il dit, Jean-Luc Benamias? Qu'est-ce qu'il dit qu'on va enfermer d'autres des réacteurs dans les années qui viennent, moi j'en suis sûr et certain. Je vais vous donner quelques exemples. Je pense que Tricastin va fermer assez rapidement. C'est une centrale qui siffle régulièrement parce qu'elle d'ailleurs, elle tourne quasiment rarement. Nos différentes centrales, maintenant, nos différents réacteurs ont à peu près 40 ans, 50 ans d'âge. D'après l'ASN et d'après toutes les études qui sont faites, notamment par EDF et par d'autres, je vous rappelle toujours que le directeur financier d'EDF a démissionné il y a à peu près 2 ans en disant on va vers une faillite généralisée, ce qui est très compliqué. Non, on va en fermer d'autres. Je n'oublie pas qu'effectivement, dans la phase de transition énergétique, et c'était compliqué pour Fessenheim, il faut toujours travailler sur les transitions et les reconversions. Et comme on a traîné énormément, on n'a pas travaillé sur la reconversion. Non, mais c'est pas ça le souci. Mais j'ai bien entendu le souci. Le sujet, c'est qu'on remplace des centrales nucléaires par des choses qui émettent du CO2. Mais ça, du gaz, si on du s'y charbon. prenait, les études, on va pas. J'arrête. Mais les faits vont nous mettre d'accord. Les faits, on va. Rendez-vous dans un an. Rendez-vous dans un an. Pendant un an, c'est pas suffisant. Hein. Bah si, parce que Fessenheim va fermer au printemps 2020. Donc il faut quand même trouver. Pas trouver. Si on mettait les moyens nécessaires, si on suivait les projections de l'ADEME sur la façon de mettre des énergies renouvelables, il n'y a pas que de l'éolien sur la planète. Oui, mais à partir du moment où le nucléaire n'est pas polluant, pourquoi il est très polluant, le nucléaire. Mais pourquoi on ferme par idéologie? Plus personne ne peut dire que le nucléaire n'est pas polluant. On est le dernier pays à faire du nucléaire. Vous rigolez, les Chinois sont en train d'ouvrir les centrales nucléaires 6 par an. Oui, et ils vont produire combien en pourcentage d'énergie, les Chinois avec le nucléaire et les EPR, qui sont des EPR chinois et pas français, ils vont produire combien? 2 à 3% de leurs besoins énergétiques. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas le nucléaire en matière énergétique, d'abord, on n'est pas du tout, on est totalement dépendant s'il n'y a pas ça. Donc effectivement, beaucoup moins. Et ce qu'il faut, c'est effectivement mettre en place des plans ambitieux qui prennent le relais. Et pour le moment, on les a pas. Pour le moment, on ne les a pas. Je suis désolée, pour le moment, on ne les a pas, hélas. Le photovoltaïque est insuffisamment développé. Quant à l'éolien, j'aimais, moi, les réserves les plus grandes sur l'éolien, la manière dont c'est en train de polluer les territoires, notamment ruraux, c'est absolument incroyable. Mais enfin, bon, on pourra en reparler. On va en reparler, mais Jean-Luc, votre coup de gueule. C'est plus grave. Oui. C'est plus grave et
Il n'y a pas de coup de cœur. Non. J'essaie d'en faire de temps en temps, moi aussi, parce qu'il n'y a pas que du mauvais dans la vie, il y a aussi du positif. Mais là, ce qui se passe en Catalogne espagnole, dont on parle relativement peu, est un scandale total. Il existe dans l'Union européenne des prisonniers politiques, des élus prisonniers politiques, des élus en exil, aussi bien en Suisse qu'en Belgique. Si cela se passait en Roumanie, en Pologne et en Hongrie, l'Union européenne et la France seraient vent debout. Il s'agit d'élus politiques, députés européens, sénateurs, députés nationaux et députés régionaux de la Catalogne qui ont été condamnés en prison à 12 ans, 9 ans, une bonne dizaine, et d'autres sont en exil. Je le dis sérieusement, cette situation ne peut pas durer. Regardez ce qui se passe en Catalogne tous les jours, regardez les images que nous avons très peu en France pour l'instant, parce qu'on s'en occupe pas, mais vous voulez regarder ça sur les réseaux sociaux, ça va dégénérer. Ils ont fait un putsch, quand même, les gars. Quel putsch ? Ils ont pris le pouvoir illégalement. Vous remarquerez qu'en Espagne, même les Basques ne les soutiennent pas, les Catalans. Regardez les images, vous verrez 300 000 personnes manifester à Bilbao. Ça ne prouve rien, ça ne prouve rien. Bien sûr que les Basques soutiennent les Catalans, bien sûr. Pas du tout. Ah bah alors là, je peux... Lisez les journaux basques, ils ne les soutiennent pas du tout. Allez, on ne connaît pas suffisamment la situation pour en parler. Je voudrais qu'on parle des pompiers. Moi, ce sont des images qui m'ont choqué hier. On peut en faire un sujet. Les pompiers face au CRS, c'est des images qui font mal au cœur, qu'on a du mal à comprendre, de voir deux corps de métier, deux corps de l'État, pompiers et policiers face à face. C'est assez... je ne sais pas si c'est inédit, mais en tout cas, c'est aberrant. C'est la première fois. Non. Enfin, c'est une des premières fois où ça se passe d'une manière aussi donc, ils ont été importante. arrosés, parce que ça, en fin de manif, il y a eu des échauffourées, et donc on les a aspergés d'eau, on leur a envoyé des lacrymogènes. C'est tout à fait incompréhensible. Moi, je Florence suis... Berthoud. Beaucoup plus souvent du côté des forces de l'ordre, parce que je trouve que c'est très facile de leur taper dessus, notamment après les manifs ou dans le contexte des Gilets jaunes, où on leur demande à peu près tout le contraire. On leur demande de ne pas aller au contact. Après, on leur demande d'avoir des stratégies de mouvement. Et puis, on leur met des boîtiers qui filment leur action. C'est très compliqué. Et je pense que, sauf exception, et il y en a toujours, comme dans tous les corps de métier, ce sont des... personnes qui sont extrêmement mobilisées et contrairement à ce que disent certains qui virent dans la caricature, qui sont extrêmement responsables. Mais là, j'avoue que je ne comprends pas. C'est la première fois où vraiment je ne comprends pas. Les pompiers, d'abord, ils souffrent. Alors, ils souffrent d'ailleurs comme les pollutions, mais comme les policiers, ils sont victimes ils sont victimes quand même depuis, c'est tout à fait inégalé. Ils sont victimes de violences à chaque fois qu'ils interviennent sur le théâtre d'opération. Et ça n'existait pas avant. C'est-à-dire qu'il y a des blessés, il y a même eu des morts, ce qui, hélas, en tout cas un mort, ça a éveillé les consciences, comme on dit. Donc c'est évidemment la stupéfaction, et il faut très vite là que le gouvernement apporte des réponses en termes de sécurisation de ces pompiers dont on a besoin. On va en reparler parce que vous êtes nombreux également à réagir sur les réseaux sociaux. 0826 300 300. Si vous êtes pompier, si vous avez été témoin de ces manifestations, appelez-nous. Vous pouvez également réagir sur la page Facebook de Sud Radio. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. On parle de la manifestation des pompiers. Les pompiers face au CRS hier. Les pompiers qui, en fin de manifestation, ont reçu des gaz lacrymogènes, des jets d'eau évidemment. Je vois à l'instant là le tweet, ça date d'hier, de UNSA Police Pôle CRS qui dit: les CRS honteux d'avoir gazé les pompiers alors que la manifestation était bon enfant, unis dans le même combat pour défendre leurs conditions de travail. Aucune considération de nos décideurs, 1000 excuses. Donc UNSA Police qui s'excuse auprès des pompiers. Vous avez été dans la manif, Pierre? Oui, j'étais à la manif hier après-midi. J'ai rencontré les pompiers, les représentants des syndicats pour discuter avec eux de leurs revendications qu'on connaît, qui sont d'ailleurs à quelques éléments près les mêmes revendications que celles que pourrait faire la police nationale et la gendarmerie, c'est-à-dire la compensation des temps de repos, c'est-à-dire le financement des heures supplémentaires qui ne le sont plus, les remplacements qui ne sont plus effectués, etc. Le matériel. Les fermetures de postes. On est exactement sur les mêmes revendications. Donc ça, déjà, il fallait le dire. C'est vrai que les images sont absolument terribles parce qu'on voit deux corps qui sont appréciés et qui devraient en tout cas être appréciés
à leur juste valeur de la part de nos habitants et de la population française. Les pompiers sont un corps très très apprécié, très populaire chez les Français, et heureusement, mais la police devrait aussi l'être encore un peu plus que ce qu'elle l'est aujourd'hui. Et voir ces deux corps s'affronter, c'était terrible. Moi, je crois depuis de toute façon plusieurs mois, et on en avait déjà débattu avec Florence Berthoud, qu'on a un vrai sujet qu'on ne traite pas sur la question de la doctrine du maintien de l'ordre dans nos manifestations. Oui, ça fait maintenant plusieurs mois qu'on voit des manifestations qui dégénèrent, on n'a plus de sécurisation des manifestations, on a des vitrines dans Paris qui sont saccagées. En tout cas, il n'y a pas une doctrine de maintien de l'ordre qui est suffisamment précise. Parce qu'à chaque manifestation, là, quand c'était des gilets jaunes, on disait c'était des gilets jaunes à qui il fallait casser la gueule parce qu'ils étaient incontrôlables. Hier, c'était des pompiers. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui se passe ? Après, ça va être des lycéens, on va leur casser la gueule et on va dire oui parce que c'était des lycéens violents. Moi, je crois qu'il y a un problème de gestion des manifestations dans ce pays. Et une fois encore, Jean-Luc Benamias prenait un autre exemple tout à l'heure. On dit rien parce qu'on est en France, mais il se passerait la même chose dans d'autres pays, dans des pays à tendance un peu particulière, comme à Hong Kong par exemple. Je peux vous dire que les sujets seraient autrement plus agressifs que ce qu'ils le sont aujourd'hui. Moi, je ne comprends pas que des policiers puissent gazer des pompiers ou qu'il puisse y avoir... Je ne comprends pas, mais accordez-moi, pardon de vous interrompre, qu'il y a aussi un sujet qui est celui vraiment du durcissement des manifestations. Oui. Moi, je ne l'ai pas constaté hier. Non, je ne dis pas hier, attendez, c'est pas du tout ce que je dis. Hein. Là, je me suis exprimée, je suis assez d'accord avec vous sur la question des pompiers. Par contre, objectivement, quand on est à des manifestations, moi j'ai vu des manifestations en bordure de mon arrondissement, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de l'intrusion, de la violence qu'il n'y avait pas il y a 10 ans et qu'il n'y avait certainement pas il y a 20 ans. C'est-à-dire avec des éléments qui ne viennent que pour casser, qui, quand ils ne sont pas venus pour casser, ont beaucoup bu, voire un peu fumé, et s'agrègent avec les Black Blocs quasi professionnels. Et effectivement, c'est là où ça devient très compliqué. Donc la doctrine quand même du maintien de l'ordre, elle a quand même évolué, parce qu'elle n'est pas statique, moi je l'ai vu, c'est-à-dire qu'elle bouge, mais quand vous en avez deux qui tout d'un coup sont en train de casser une vitrine, la réalité c'est qu'ils ont le temps de faire des dégradations absolument incroyables. Ouais. François Monboisse. Oui, c'est ce que vous dites, mais il y a une chose qui a changé aussi, c'est qu'il n'y a plus de service d'ordre. Exactement. Moi, quand j'étais jeune et que je faisais des manifs étudiantes, il y avait un service d'ordre de l'UNEF, et on rigolait pas. Et quand quelqu'un faisait le couillon vis-à-vis d'une vitrine, c'est le service d'ordre de la manif qui allait le prendre et qui le remettait derrière. Et là, on a vu au 1er mai, je crois, il y a 2 ans, c'était symbolique, la CGT, en fait, a bloqué. Et tout le devant de la manif, c'était pas eux, c'était les Black Blocs, parce qu'ils pouvaient pas les contrôler. Ils ont contrôlé leurs troupes et c'est tout. Hier, il y avait le service d'ordre. Il y avait un service d'ordre qui, quand il y a eu quelques affrontements au milieu de manifs sur un des boulevards qui montrait à Nation, certains ont mis des petites barricades à la con. C'est le service d'ordre des pompiers, et des pompiers, ça se voit dans les images, qui est venu ramasser ces bouts de barricades, mais en même temps qu'il ramassait les bouts de barricades, il se prenait des grenades lacrymogènes dessus. C'est dans les mêmes images. Il y a un moment donné, moi, la police nationale aujourd'hui est tellement débordée et subit tellement de week-ends, et maintenant c'est en semaine en même temps, qu'à un moment donné, ils pètent les plombs. Et l'UNSA Police a raison, car l'UNSA Police, elle est aussi UNSA Pompiers. Oui, je pense qu'ils ont raison de dire. Mais ils ont raison de dire à un moment donné, stop. Parce que il n'y a pas les bons, il y a pas les bons et les méchants. Sauf qu'ils sont obligés d'obéir aux ordres. Chez les CRS, ils oublient, chez la gendarmerie, Valérie, vous avez raison, on obéit aux ordres. Chez les CRS, c'est un peu différent selon les brigades. Très différent, et parfois on ne les maîtrise plus, parce qu'à un moment donné, ils sont tellement dans un état de fatigue énorme, et ils se prennent, comme tu l'as dit, des injures, absolument. Il y a assez peu d'injures, mais même si elles venaient au fur et à mesure. On est dans une situation de tension permanente qui fait que tout peut arriver. Tout peut arriver. Mais ces images étaient particulièrement choquantes. Elles sont choquantes. Bien sûr, et on retrouve, je reviens là-dessus, parce qu'on retrouve, c'est vrai, les mêmes revendications. C'est-à-dire, les policiers sont agressés, les pompiers sont agressés. Je regardais là les statistiques, il y a à peu près 400 véhicules par an, aujourd'hui, qui sont endommagés. Parce qu'ils se font caillasser quand ils arrivent dans des banlieues difficiles, par exemple. Et on a entre 2800 3000 pompiers qui ont subi des agressions. Donc c'est absolument considérable. Ce que je pense, c'est comme il le disait, ils travaillent ensemble. Mais c'est ça, ils travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble. Ils sont collègues, enfin, ils se parlent. Mais nous sommes là, finalement, c'est le thermomètre d'une société qui va très mal, où on a du mal à s'écouter, et où le verbe
est déjà très violent. Oui. Voilà, et tous les psys diront que la violence verbale ne peut qu'engendrer de la violence verbale. Et d'ailleurs, Florence, d'année en année, on a un pays qui augmente son taux de prise de psychotropes de manière considérable. Et on était déjà champion d'Europe. Hein. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous, 0826 300 300, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, le gouvernement pris au piège du voile. Est-ce que Emmanuel Macron doit s'exprimer sur le sujet de la laïcité ? Ça fait un moment qu'on attend ce discours, ça fait très 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 longtemps et il ne se passe rien. En tout cas, visiblement, au sein de La République En Marche, tout le monde n'est pas d'accord. Hier, Édouard Philippe a tenté de siffler la fin des débats en se prononçant contre une loi pour le port du voile. Je vous propose de le réécouter. Je vous propose d'écouter également Bruno Le Maire ce matin et Jean-Michel Blanquer. Alors, on va d'abord écouter le Premier ministre. Je ne pense pas, pour ma part, monsieur le député, que l'enjeu aujourd'hui, ce soit de faire une loi sur les accompagnants scolaires. Voilà, il dit ça et il dit qu'il faut lutter contre les communautarismes, donc c'est du en même temps. Donc on ne sait pas comment. Il y a déjà une circulaire, hein. Je vous rappelle qu'il y a une circulaire sur les accompagnants en 2012 par Luc Châtel et elle a été annulée par le Conseil d'État en disant il y a évidemment les fonctionnaires qui ne doivent pas mettre de voile et puis il y a les accompagnants qui sont des mamans et qui, à partir du moment où le visage est visible et pas caché, ont le droit d'accompagner voilés. Je vous propose d'écouter Bruno Le Maire et Jean-Michel Blanquer. Je ne sais pas si on peut les enchaîner. Donc Bruno Le Maire. Je partage la position qu'a exprimée Jean-Michel Blanquer. Je pense que le voile n'est effectivement pas souhaitable. Ce n'est pas la société que nous souhaitons. Alors c'est autorisé pour les sorties à l'école, je le sais bien, c'est légal, mais c'est pas pour autant souhaitable. Il faut savoir quelle société nous voulons construire dans les années qui viennent. Quelle culture nous voulons défendre? Quelle culture nous voulons porter? Moi, je porte une culture de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et sapristi, ne comptez pas sur moi pour avoir honte du modèle républicain français. C'est quand même incroyable aujourd'hui que quand vous dites une phrase comme « le voile n'est pas souhaitable », vous avez la terre entière qui vous traite de réactionnaire, alors que vous êtes juste républicain. Donc je suis dans la ligne de Jules Ferry et de Jean Zay, et je serai toujours avec ma colonne vertébrale sur ces questions-là, et je me laisserai pas impressionner par des gens qui défendent des thèses communautaristes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Ce qu'on fait avec tout ça, c'est que pour un petit conseiller régional RN en manque de notoriété, qui a fait un coup politique vendredi en mettant un post sur Twitter, on a tous les ministres, le Premier ministre, on somme le président de la République de faire un discours sur la laïcité pour un bonhomme en Bourgogne-Franche-Comté qui a voulu faire un coup politique et on fait croire que c'est le sujet majeur dans notre pays, mais on se fout de la gueule du monde. Et tout ce qu'on est en train de faire... Comment vous expliquez que ça ait pris parce que ça plaît aux médias, parce que c'est un sujet qui est difficile, parce que c'est un sujet qui est chaud, parce que c'est un sujet qui, en plus de ça... Mais c'est pas le sujet majeur du pays. C'est pas le sujet majeur qui va faire qu'on va régler tous les problèmes qu'on a dans notre pays. Et on jette à la vindicte populaire, et moi je le déplore, des femmes, parce que là il s'agit de ça, des femmes qui... me semble-t-il, pour celles qui sortent de chez elles, qui vont accompagner des gamins dans les voyages scolaires, qui s'intègrent dans les trucs de la FCPE ou je ne sais où, sortent de chez elles, donc veulent s'intégrer dans la société, veulent s'émanciper, on veut les remettre chez elles. Mais moi, ça me pose pas de problème qu'elles mettent un voile. Il y a une loi. Cette loi, elle doit être respectée. La loi, juste la loi, rien que la loi. Et moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur la tenue vestimentaire de Jean-Luc Benamias, de Florence Berthoud, de Valérie Expert ou de Pierre Jouvet. Et il y a un moment, chacun ici autour de cette table a ses croyances, tant que la laïcité et la loi est respectée. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Si je fais un mariage avec une grande croix, vous trouverez quelque chose à dire. Et vous n'aurez pas tort. Je ne suis pas pour qu'on mette en épingle. Je pense que ce qu'a fait le conseiller régional, je suis tout à fait de votre avis, c'est un coup. C'est un coup qui est d'ailleurs absolument lamentable. Lamentable. Pour autant, ne soyons pas dupes. Ni naïfs. Quand on met un voile noir pour accompagner son enfant, croyez-moi, sauf exception, il y a toujours des exceptions, vous n'êtes pas du tout, ça n'est pas du tout neutre. Maintenant, vous dites la loi, rien que la loi, c'est une circulaire qui dit, vous l'avez très bien rappelé, les fonctionnaires ont obligation, c'est la moindre des choses, et les parents,
Les mamans, en l'espèce, les accompagnatrices peuvent porter un voile. Mais la question, c'est ce qui se cache. Beaucoup derrière le port d'un voile noir. Moi, je suis stupéfaite quand on arrive à l'aéroport, maintenant en France, vous avez des dames qui arrivent avec des gants noirs, qui sont habillées en noir et qui portent devant la bouche les masques de protection qu'utilisent les chirurgiens, les médecins. Elles le mettent, elles savent parfaitement comment ça fonctionne, elles baissent le masque au moment de passer devant la douane. Donc, il y a un sujet, il ne faut pas se cacher. Ça ne veut pas dire qu'il faut stigmatiser, mais il y a quand même un sujet qui n'est pas tout à fait neutre. Quand vous êtes habillé tout en noir et que, évidemment, vous savez parfaitement, vous connaissez les trous dans la raquette. N'ignorons pas la pression salafiste dans le pays, mais ne mélangeons pas tout. La pression salafiste, c'est des frères musulmans, mais il y a d'autres obédiences extrêmement extrémiste, elle existe, elle se développe depuis une vingtaine d'années, elle n'a fait que se développer, cette pression-là est absolument à surveiller de très près. Après, mélanger tout ça, j'ai du mal à avoir une position figée par rapport aux accompagnants scolaires, même si pour moi, personnellement, je n'ai pas de position figée. Je pense que le voile est un objet d'oppression, quelque part. Donc je le pense sérieusement. Après, faire de tout objet de ce genre un acte délictueux, un acte à contrôler de manière... C'est pas ce que j'ai dit, attention. Je pense qu'effectivement, il faut avoir du discernement. On est bien dans le discernement, mais on est bien dans un pays. Parce que tout ça n'est pas déconnecté de ce qui se passe au Kurdistan, de ce qui se passe en Syrie, de ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est pas déconnecté. Tout le monde le voit. Il y a des réseaux sociaux terriblement existants, des obédiences dont je viens de parler, c'est-à-dire des obédiences autour du salafisme. Faut pas être dupe. Il y a une montée en puissance idéologique derrière tout ça qui existe. Comment on réagit ? Il faut réagir évidemment avec prudence, mais je suis rarement d'accord avec Monsieur Blanquer, très rarement. Mais la façon dont il a répondu ce matin, je ne parle pas des autres jours, ce matin, il dit « Hey, ça va, pas de leçon à donner par rapport à ça sur la législation. » Il n'a pas dit qu'il fallait légiférer, il faut bien l'écouter. Il dit pas qu'il faut légiférer. J'ai bien entendu. Il n'a pas dit ça. Et il a raison, parce que pour le coup... c'est dur en même temps. Il dit juste... Moi, je suis pas Oui, mais il a raison de dire... Le maire qui a dit ça. Non, mais oui, mais pardonnez-moi. Il a quand même raison de dire qu'au nom des principes républicains, il serait souhaitable... point de suspension. On peut quand même le dire. Mais moi, ou alors on n'est plus en France. Mais moi, je crois que sur ce sujet, il faut que tout le monde puisse s'exprimer aussi librement, sans faire des... D'ailleurs, on le fait là très bien. Ce matin, on s'exprime. On n'a pas la même position, tout à fait, etc. Mais je pense qu'il faut aussi y aller de manière sereine sur ce sujet, parce que à chaque fois, c'est difficile. Oui, mais c'est un des sujets difficile parce que derrière, parce que c'est ce que vient de dire Jean-Luc, parce que derrière il y a de la crispation, parce que derrière il y a de la pression, notamment liée à de la politique internationale, qui est portée par l'État islamique, qui met une pression aussi qui arrive dans différents biais par différents pays, etc. Donc on est et de toute façon on est toujours mal à l'aise pour parler de ces sujets. Il faut aussi se le dire franchement. Dès qu'on arrive sur un plateau, mais parce que on se dit tu vas dire le mot de trop, parce qu'on connaît la société telle qu'elle est faite, parce qu'il y a des accusations de racisme qui sont faites en fond derrière. Donc il faut prendre le sujet. François Monbois, je crois que l'affaire a marché, entre guillemets, le coup médiatique a marché, parce que vous avez vu le sondage IFOP, 60% des gens 66% sont des d'accord Français avec le gars du Front National en clair. C'est pour ça qu'il y a un problème. Oui, mais... oui, mais on est tous gênés là-dessus. Bien sûr. Et je pense que c'est un sujet, comme l'a dit Blanquer, égalité homme-femme. Il faut le poser sur ce sujet, égalité homme-femme, et de même qu'on ne va pas légiférer sur le fait qu'une famille dise à ses petits garçons vous êtes supérieurs à vos petites filles, on ne le souhaite pas. Et toute la politique du gouvernement et des gouvernements, c'est l'égalité homme-femme. Le voile, bien sûr, mais c'est un symbole d'inégalité homme-femme. Faisons attention au sondage. Si on nous dit comme ça, en dehors de tout contexte, vous êtes pour ou vous êtes contre le port du voile. Non, là, vous allez dire, on peut pas dire qu'on pour l'accompagnement scolaire. Pardonnez-moi, ressentent la question un peu comme ça. Bon, j'en sais rien. Je pense qu'il faut pas stigmatiser. Il y a un sujet majeur. Enfin, il y en a trois d'ailleurs. Il y a la radicalisation, la lutte contre la radicalisation, qui est quand même, et la question du financement de l'islam, qui nous renvoie au deuxième sujet, qui est celui quand même de la structuration de l'islam de France. On peut tourner autour du pot. Il y a une question qui est la structuration de l'islam de France, comme il y a eu, comme il y a eu un moment donné lié au financement, comme il y a eu un moment donné, d'ailleurs le catholicisme ou les juifs. Je veux dire, le judaïsme a réglé depuis plusieurs siècles cette question-là parce qu'il y a eu une structuration. Et l'autre
Et l'autre, c'est la question du communautarisme. Moi, je voudrais qu'on parle aussi politique, c'est-à-dire comment le gouvernement va se sortir de ça. On a beaucoup de tous là. Faut pas refiler la patate chaude. Mais quand même, il y a une question, il y a un problème aujourd'hui au sein de la République en marche et du gouvernement sur des positions qui ne sont pas d'accord. Samra est en ligne avec nous. Bonjour Samra. Oui, bonjour. Bonjour. Donc vous portez le voile, le foulard. Oui, tout à fait. D'accord. Je porte le voile depuis quelques années. Et je tenais à intervenir parce que vraiment, en fait, on en est à un point où les débats n'ont ni queue ni tête, où vous vous rendez compte qu'il y a vraiment des problèmes graves en ce moment dans la société, et on passe notre temps à parler du voile, de qu'est-ce qui se cache derrière les pensées de ces femmes qui portent le voile, qu'est-ce qui se cache derrière les musulmans, derrière leurs pensées, leurs pratiques. Non. Et c'est complètement... là, en fait, on mélange un peu tout. Je vous écoute, vous mélangez tout. Vous parlez de salafisme. Vous savez même pas c'est quoi le salafisme. C'est simplement un musulman... vous confondez radicalisme et salafisme. Alors que salafiste, c'est un musulman, on va dire, qui pratique sa religion à la lettre, quoi. Voilà. On va pas être d'accord. On parle du voile des femmes, on parle pas de la djellaba des hommes, quoi. Elle vous dérange pas, la djellaba des hommes? Vous vous focalisez sur le... Si, il y avait sur les réseaux hier quelqu'un qui mettait des gens qui ont mis des photos d'hommes en djellaba. Est-ce indiscret, madame, de vous demander quel âge vous avez? 30 ans. J'ai 35 ans. Pardon, d'accord. Et est-ce indiscret de vous demander pourquoi tout d'un coup vous vous mettez à porter le voile, puisque vous dites que vous le portez depuis quelques années? C'est pas tout d'un coup, c'est un cheminement assez long. Qui fait que j'ai eu une augmentation de foi. Après, les gens qui ne sont pas musulmans et qui ne pratiquent pas la religion ne peuvent pas comprendre pourquoi je l'ai porté. Il faut passer par là. En fait, c'est un cheminement spirituel que des non-musulmans, je pense, ne peuvent pas comprendre toujours. Parce qu'il y en a qui comprennent. Mais en tout cas, les débats actuels, pour moi, sont très dangereux. On en vient à un point où les ministres se permettent d'avoir un avis sur la question, sachant que la loi est de notre côté. Jean-Michel Blanquer qui mélange tout également, qui parle des petits garçons qui ne tiennent pas la main des filles. C'est quoi le rapport, s'il vous plaît? Quand j'étais petite, je ne donnais pas la main aux garçons, j'aimais pas. Et ça n'a aucun rapport avec le reste. Je vais vous donner évidemment, les exemples n'ont pas foi de valeur universelle, mais une amie qui a un petit garçon dans une école qui fait, dans le 14e arrondissement de Paris, qui fait son anniversaire. La famille s'appelle Lévi, et le petit garçon invite ses copains. Il y en a un qui dit ma mère veut pas que j'aille chez toi parce que tu es juif. Alors, c'est évidemment un exemple, ça n'a pas valeur universelle, mais ça existe. Ce que dit Jean-Michel Blanquer doit exister aussi. Les profs le racontent. Dans les écoles, des petits garçons qui refusent parce qu'ils sont élevés comme ça. Alors, c'est pas la généralité, c'est pas le but de jeter, effectivement, de dire islam égale terroriste, etc. C'est pas ça le raccourci du tout. Il y a un article à lire alors c'est pas en accès libre, mais dans le Soir de Belgique, comment l'endoctrinement salafiste touche les femmes. Et c'est une enquête, en fait, qui a été faite par deux sociologues, dont une Fadila Maroufi et Florence Bergot-Blacker, qui sont allés à Marseille dans un centre social pour femmes et qui les ont interrogées sur leur rapport justement à la religion, pourquoi elles achètent des produits halal, etc. Et c'est intéressant de voir comment elles y sont arrivées et parfois avec des influences. Donc j'entends ce que vous dites, Samra. Alors, moi, je crois quand même qu'il y a un sujet qu'il ne faut pas confondre, qui est de la radicalisation, qui est des risques de radicalisation et qu'il faille combattre la radicalisation, c'est une nécessité. Moi, je crois vraiment, je suis élu dans une ville où il y a un quartier populaire, où il y a beaucoup de femmes voilées, quartier où il y a une présence de femmes voilées qui est assez importante. Il y a deux typologies. Il y a celles que vous voyez, qui sortent. Celles que vous voyez qui sortent, qui vont dans les manifestations de l'école, qui viennent parfois dans les manifestations de la ville, qui peuvent venir en conseil municipal, qui viennent au vœu du maire, qui peuvent être voilées, mais qui sont là et qui sont intégrées. Le problème, c'est pas celle-ci. Et cette dame, en l'occurrence, au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, elle vient assister à une séance de la région dans un hémicycle de la République. Oui, elle était voilée, mais c'est son droit. Elle n'a rien. Mais là où il y a un problème, c'est que par exemple au Sénat, vous ne pouvez pas entrer voilé. Assister aux séances du Sénat, mais vous pouvez à l'Assemblée nationale. Donc il y a quand même des choses pas claires. Mais ça, c'est peut-être des choses à gérer. Entre l'école et l'université, le sujet, il est qu'il faut sans doute aller regarder, par contre, ce qui peut se passer peut-être dans certains endroits où il y a des femmes qui sont effectivement voilées, des pieds à la tête, comme le décrivait Florence Berthoud, qui sortent pas de chez elles, où là, on a un vrai problème d'émancipation, d'égalité homme-femme. C'est ce sujet-là qu'on doit traiter. Mais bon sang, la femme qui est là, qui accompagne son gamin à l'école, on va la jeter
en pâture comme ça et on va opposer des millions de Français ou des dizaines de milliers. Je ne sais même pas combien ça représente de Français, moi, qui portent le voile. Juste à signaler que la femme voilée a accordé ce matin, alors j'aime bien le mot, en exclusivité, oui, c'était hier soir, une interview au CCIF. C'est pas le plus malin. Est-ce que malin est vraiment le mot? Oui, c'est pas une histoire de malin. C'est pas une histoire de malin. Le CCIF, c'est une organisation qui est proche des frères musulmans. Donc le choix qu'elle a fait d'accorder cette interview à ce site-là, oui, c'est un mauvais choix. C'est un très mauvais choix. Mais le problème, c'est qu'on va créer aussi un état d'esprit dans notre pays où on veut laisser croire qu'on va opposer ceux qui porteraient le voile et ceux qui ne le portent pas, ceux qui défendent ceux qui portent le voile et ceux qui ne les défendent pas, et on va créer des ruptures dans notre pays, et ces ruptures, elles seront irréconciliables. Et on arrivera dans un moment où tout ce qu'on arrivera, c'est des tensions. C'est pour ça que sur le plan, en tout cas législatif, il faut être assez carré. C'est vrai que le Sénat, où on autorise un truc, l'Assemblée, c'est différent, les écoles où on fait quelque chose, les universités, c'est différent. Sans aller légiférer à outrance, il faut juste qu'il y ait le même traitement. Pour le coup, moi, je n'étais pas plus choquée que ça, parce que ça nous arrive comme mère, je suis mère, et j'ai des mamans qui sont parfaitement intégrées, qui viennent aux manifestations culturelles que j'organise. Elles sont, je dois dire, peu nombreuses, mais qui ont un voile, et pour le coup, ça n'a rien d'ostentatoire. Lorsque il y a eu le drame de l'hypercachère, j'ai organisé à la mairie une minute de silence et j'ai fait un discours. Et au fond de la salle, il y avait une dame qui portait le voile. Et j'avoue que j'ai été, sur le coup, extrêmement gênée. Et je le dis parce qu'il y a ça aussi. Et cette dame n'y voyait absolument pas malice. C'était une des dames de ménage qui était venue, c'est important de voir ça, qui était venue apporter sa solidarité et qui portait le voile. Et on était dans un tel contexte que, évidemment, j'ai mis un moment avant de démarrer le discours, car je me suis demandé s'il n'y avait pas de provocation. Et c'était une dame qui faisait le ménage et qui venait en solidarité. Donc il faut qu'on ne perde pas non plus notre capacité de discernement. Exactement. Par contre, il y a un élément, excusez-moi, juste un mot. Moi, il y a un élément sur Jean-Michel Blanquer, par exemple, qui me choque plus dans ce qu'il a fait. C'est que Jean-Michel Blanquer, par exemple, parce qu'on a tenu beaucoup autour de ses propos, ça va être le ministre de l'Éducation nationale qui va faire le plus gros cadeau en termes de finances aux écoles privées sous contrat pour les écoles maternelles, qui sont majoritairement des écoles... qui sont des écoles catholiques sous contrat où l'État va financer, enfin c'est pas l'État d'ailleurs, c'est les mairies, chacun dans nos mairies, plus de 150 millions d'euros pour financer les maternelles sous contrat. Bon, donc il y a un moment aussi, tout ça, c'est le rapport que tout ça laisse entendre. C'est tout le fondement de la loi. Non, c'est pas le fondement de la loi. On a rajouté ça parce qu'on parlait tout à l'heure du financement notamment. Si ce même Jean-Michel Blanquer avait fait ça pour une mise sous contrat par exemple d'écoles islamiques, on n'aurait pas le même débat. Ne comparez pas les écoles catholiques avec des écoles islamiques. Alors là, c'est absolument... On se retrouve dans un instant avec vos appels. On aura Cynthia et Nabil avec nous. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff, Florence Berthoud continue de parler, maire du 5e arrondissement de Paris, Pierre Jouvet, porte-parole du PS, François Monboise, président de la FEVAD, et Jean-Luc Benamias, président du Front démocrate. Nabil est en ligne avec nous. Bonjour Nabil. Bonjour à tous. Bonjour. Merci de m'écouter. Alors, je vais vous dire, j'ai 45 ans, d'accord, je suis croyant musulman pratiquant. Et moi, ce qui me choque le plus dans cette affaire de voile ou de pas voile, quand ça s'est passé, c'est qu'on n'a pas voté à tout le monde, sauf aux enfants qui étaient présents, quoi. Je m'explique, on ne retient pas on retient pas l'histoire de notre pays, on ne retient pas nos erreurs. Il y a 60 ans de ça, mon père qui est arrivé en France, en plus en Franche-Comté, Bourgogne, qui travaillait pour l'usine Peugeot, comme des milliers d'immigrés. En ce temps-là, ils étaient traités de, je vais pas dire les noms, mais bon, on les connaît tous maintenant, c'est interdit par la loi. Ils étaient traités, et moi, en tant qu'enfant, comme la majorité de ma génération, on voyait nos parents frustrés baisser la tête et ne rien dire. Et là, ce qu'on est en train de faire, on est en train de préparer, on sait que les enfants, c'est l'avenir d'un pays. On va faire aussi des enfants frustrés par rapport à leurs parents. Aujourd'hui, on se pose la question par rapport au radicalisme, et les sondages nous disent tout simplement que la tranche d'âge, c'est entre 20 et 30 ans. À peu près, je crois, si je ne m'abuse, 16 ou 25 ans, je crois que c'est à peu près les sondages. Même un peu plus jeune. Posez-vous la question.
Il est temps qu'on se pose la question et qu'on arrête les erreurs du passé. Si on frustre des parents, on va automatiquement, puisqu'on est le produit de notre environnement, frustrer des enfants. Un père, quand il rentre du travail ou qui rentre de sa journée de travail, qui n'a pas trouvé de travail ou qui voit les regards portés sur lui, ne rentre pas à la maison serein. Il est énervé, il en parle. Les enfants absorbent tout ça. Les enfants grandissent avec une image de la France par rapport à leurs parents et une image de la France par rapport à eux-mêmes. Ils se disent, mais ça sert à rien que je suive les lois et les règles de la République. Mais il n'y a pas, pardon, il n'y a pas que les gens d'origine maghrébine qui sont discriminés à l'emploi. Je vous parle, il y a 40-50 ans de ça, c'était par rapport aux origines. Aujourd'hui, c'est par rapport à la religion. Et on est en train de on met en place le même processus. Et là où je rejoins ce que disait monsieur, alors je sais plus, c'est Pierre Jouvet. Là où je rejoins, attention. Faisons très attention. J'ai 4 enfants. Encore hier, j'ai un adolescent de 16 ans qui me posait des questions sur la République et je lui ai dit une phrase toute simple. Je lui ai dit, dans la religion musulmane, on te dit de suivre les règles et les lois du pays où tu résides. Point barre. Parfait. Oui, mais c'est parfait ce que vous dites, monsieur. Oui, c'est très bien. La loi de 1905 a été travaillée, mais alors de manière extrêmement longue. Il faut relire, réécouter le débat entre les catholiques, les régions catholiques, les départements catholiques. Les débats étaient d'une vivacité gigantesque. Ils sont publiés, on peut tout lire, on peut lire les verbatim. Il y a même un super documentaire, je l'ai déjà dit, sur cette antenne, avec des grands acteurs et des grandes, enfin surtout des grands acteurs, parce qu'il y avait que des hommes dans l'Assemblée nationale, des grands acteurs qui remettre ça de plein pied. Tout est dit, tout est affirmé exactement dans les mêmes termes que ce que vous venez de dire, monsieur. La loi de 1905, moi je suis pour qu'elle soit respectée à la lettre et surtout qu'on ne revienne pas dessus. Et elle s'adresse de la même manière aux catholiques, aux juifs, aux protestants, aux évangéliques, aux bouddhistes qu'aux musulmans. Cynthia est en ligne avec nous. Bonjour Cynthia. Bonjour, merci de me prendre. Écoutez, alors ma réaction elle va peut-être être un peu gênante, je ne sais pas, mais moi je suis un peu partagée parce que j'entends beaucoup de gens depuis ce matin ou même sur votre page Facebook et tout qui m'expliquent que voilà, on a le droit de faire ce qu'on veut, on a le droit de faire ce qu'on veut. Oui, dans le principe, on a le droit de faire ce qu'on veut, sauf qu'à un moment donné, il faut être intelligent. Quand j'étais petite, je suis allée à l'école avec une croix, on m'a demandé de l'enlever. Je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mes parents pourquoi je dois enlever ma croix. Ils m'ont dit parce que tu es en France et qu'ici, la religion, elle se fait à la maison. J'ai fait d'accord. Alors j'ai respecté les lois. Mes parents ont été assez pédagogues pour m'expliquer qu'il y avait un lieu pour tout, un temps pour tout et qu'il fallait respecter son pays. Et je trouve aujourd'hui que les gens ne le respectent plus. Et le fait de ne pas vouloir la paix, c'est-à-dire simplement dans certains lieux enlever son foulard, je vois pas ce que ça fait de le remettre chez soi, mais de l'enlever quand on va dans la rue. Moi, il me choque pas les mamans qui viennent en foulard, elles me choquent pas personnellement. Mais je trouve qu'à un moment donné, dans un contexte difficile, il faut faire l'effort. Et quand on veut pas faire l'effort, ça veut dire qu'on veut faire l'effort au contraire de la provocation. Et ça, c'est pas bon. À un moment donné, il faut arrêter de provoquer. Il faut faire en sorte qu'il y ait une paix, vraiment, partout. Merci beaucoup, Cynthia. Franchement, dans les lieux publics, il y aurait une règle qui consisterait à dire... Dans la rue, c'est autre chose. Je considère que la rue, c'est un espace de liberté. On s'habille comme on veut. Enfin, en tout cas, la rue, c'est quand même un espace qui doit rester un espace de liberté. On doit pouvoir, dans la rue, porter la kippa, la croix, et le voile à partir du moment où ça ne dissimule pas son identité. Le visage. En revanche, il y aurait une loi, il y aurait une règle, disons-le comme ça, très apaisée, où on dit, mais c'est pour tout le monde pareil. Vous êtes dans un lieu public et on définit la liste. Ben, la liste, ce sont les mairies, ce sont les administrations. Eh bien, vous enlevez votre signe distinctif. C'est pour tout le monde pareil. Et vous le remettez quand vous sortez. Je pense que ça serait quand même de bonne loi. C'est un rêve, ça, parce que... c'est un rêve. Non, ça peut pas être apaisé parce que vous avez des organisations, les frères musulmans, qui poussent avec des provocations. Il y a 3 mois, c'était les burkinis, souvenez-vous. Exactement. Et il y a 15 ans, c'était le voile des petites filles, dont on s'est rendu compte que c'est des petites filles qui ont provoqué, qui étaient liées à un imam turc. Tout ce qu'on vient de dire, replacez-le avec la... Si on n'avait pas... on a mis combien de temps pour y arriver? On a cassé le Conseil d'État et on a fait une loi qu'a fait sous Chirac parce que la gauche n'avait pas le courage de faire la loi. En 2004, on a fait la loi sur le voile dans les écoles. Mais replacer toute cette conversation, si on n'avait pas la loi sur les écoles,
Est-ce que la conclusion de la conversation, c'est pour pas stigmatiser, on fait pas la loi sur l'école? C'est un sujet très compliqué. Il faut juste dire, très compliqué. Bien sûr. Et on n'a pas dit que la France a des alliances avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, c'est toute la qui sont les pays qui payent les imams. On n'a pas vraiment abordé le problème de la politique. Je ne sais pas comment le gouvernement va s'en sortir avec Aurore Berger qui, elle, vient de soutenir Jean-Michel Blanquer. Donc, c'est le problème du et en même temps. C'est le problème du en même temps, absolument. Merci à tous les quatre. Merci à vous, auditeurs de Sud Radio.